Le Cercle RH, un grand entretien avec Alexandre Palchowski. Merci d'être avec nous, Alexandre, d'avoir répondu à notre invitation. Cofondateur de Talentsoft, Success Story. On va en reparler avec vous parce que c'est toujours intéressant de voir comment on arrive à créer une entreprise qui cartonne, comment elle naît, comment elle se fabrique, comment elle se pense. J'imagine que vous l'avez d'abord pensé avant de la créer. Et puis, vous êtes un auteur assez prolifique, puisque là, en août 2020, vous avez sorti un livre qui vient faire écho d'ailleurs à la chronique de Fanny Griesmer sur le monde du travail et d'Hollywood, l'IA à travers les séries et les films. Donc, c'est un livre très documenté. Vous êtes un fan, vous êtes un cinéphile, et vous avez fait cette étude, l'IA et le cinéma. On va parler du recrutement, ça évolue, du management et du monde du travail. D'abord, Alexandre Palchowski, juste une question qui vous est personnelle et propre. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie entre le moment où vous avez eu ce doctorat d'intelligence artificielle et puis aujourd'hui où vous êtes conférencier, écrivain, auteur, vous êtes un homme qui a réussi. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie ? Bonjour Arnaud. Bonjour. J'ai bien fait de venir avec cette introduction. Sympa. Ce qui a changé finalement, c'est que j'ai eu la chance, je crois, que les rencontres que j'espérais et que finalement on essaye de provoquer mais que l'on ne maîtrise pas, soient arrivées dans ma vie. Et j'ai beaucoup rêvé, j'ai beaucoup imaginé de choses et j'ai eu la chance que ces rencontres se produisent et je crois avoir su reconnaître les moments où il y avait un tournant, il y avait quelque chose et j'ai su m'engouffrer. Donc finalement, par rapport à il y a 20 ans, j'ai parcouru ce chemin qui n'était qu'un rêve à l'époque. Un rêve pensé, j'évoquais Steve Jobs, on l'évoquait juste avant que la lumière s'allume, mais quand on voit l'histoire de Steve Jobs qui va en Inde, qui fait de la calligraphie pour dessiner sa pomme, il a créé avec plein de choses qu'il a faites qui n'avaient rien à voir avec l'informatique, il a fabriqué Apple. Est-ce que c'est un peu ça votre construction, finalement, des choses attrapées, glanées, que vous avez intégrées et dont vous vous êtes nourri? En toute proportion gardée, bien sûr. C'est ce que Peter Drucker appelle des connexions. Lui, quand il citait, là aussi, je ne compare pas du tout, il citait Einstein en disant c'est pas le plus grand des physiciens, pas le plus grand des mathématiciens, mais en fait, il a lié les deux. Moi, en fait, j'ai fait beaucoup de musique, comme vous l'avez dit, je suis passionné de cinéma, je suis assez curieux, et je suis convaincu que pour alimenter un domaine, il ne faut pas rester dans ce domaine-là. Les Américains parlent de think out of the box. Finalement, il faut sortir des boîtes dans lesquelles on peut parfois être bien trop serré. Et entre guillemets, l'inspiration, elle vient des voyages. Alors moi, c'était pas l'Inde, c'était le Népal, et avec mon association. Et puis se nourrir d'un ailleurs. Le cinéma, Fanny en parlait juste avant. Le cinéma parle de la société, parle des attentes des gens, les films qui échouent, les films qui réussissent, c'est le type de film. Donc moi, j'essaye de lire au travers de tout ce qui m'arrive. Ce qui peut nourrir justement mon chemin et ce qui parle des gens en fait. Sans filer la métaphore trop longtemps sur Steve Jobs, il y a un petit côté comme ça dans toute cette success story, quel que soit leur niveau, quelque chose d'un peu mystique quand même. Oui, parce que avec mes associés, on parlait beaucoup de bonne étoile. Oui, c'est exactement. En fait, il y a une forme d'échange, mystique, je sais pas, mais un peu intangible. D'alignement de planète. D'abord, il faut s'aligner soi. Exactement. Et il faut, vous parliez des 20 ans du chemin, il y a une chose qui n'a jamais changé, c'est que j'ai essayé de parcourir mon chemin et pas celui d'un autre. Ce qui veut dire... Ça, vous le répétez souvent. Hein. Oui, mais ce qui veut dire... Vivez votre propre vie. C'est ça, parce que sinon, les gens considèrent que c'est un risque. Quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en 2000, donc c'était pas aujourd'hui, pas les mêmes conditions, c'était pas vu pareil, y compris par mon environnement. Et par la société d'ailleurs. Voilà, en fait, quand on a un doctorat, normalement, on suit un chemin. Et on se lance pas comme ça dans l'entrepreneuriat à gagner à l'époque 1 000 € par mois, alors que j'étais bac plus 8. Mais donc vous aviez l'âme d'un entrepreneur quand même, l'idée de construire, fabriquer. J'avais un but. Et ça aurait pu être, honnêtement, par la musique, ça pourrait être par le cinéma ou l'entrepreneuriat. Oui, vous cherchez des portes, en fait. Et les portes, justement, le côté mystique, c'est que vous ne savez pas laquelle va s'entrouvrir. Donc ce qu'il faut, c'est être très ouvert et pas vous dire « Non, mais moi, je veux celle-là ». Il faut être vraiment le plus ouvert possible. Et tout d'un coup, vous entendez un petit grincement, vous dites « Tiens, c'est peut-être par là, j'avais pas prévu ». Et ça, cette ouverture, ça caractérise peut-être beaucoup d'entrepreneurs, parce que je pense qu'effectivement, la vie a plus d'imagination. C'est Truffaut qui disait ça, que la vie a plus d'imagination que nous. C'est vrai. Et je l'ai vérifié moult fois. Donc il faut aussi se laisser aller, se laisser traverser. Et c'est ça aussi la philosophie, votre philosophie. Mais ça, c'est difficile par contre, parce que vous parliez du début du chemin. La confiance s'acquiert un peu quand on a la chance que des choses se mettent en place. On a la chance de pouvoir les digérer, en prendre conscience. C'est comme un escalier qu'on bâtit. Et c'est vrai que se dire, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Mais comme on voyage, il y a des gens qui détestent les road trips et qui préfèrent les choses parce qu'ils n'aiment pas l'incertitude, tout est bordé, ils n'aiment pas l'imprévu.
C'est vrai. sûr que si vous n'aimez pas l'imprévu, à partir du moment où moi je ne me considère pas comme assez intelligent pour savoir exactement comment bâtir mon chemin. Donc vous laissez votre voyage se Mais dérouler. ça demande un peu de confiance, je crois en soi. Et en fait, bizarrement, là aussi on revient un peu sur la mystique, une confiance dans la vie en se disant les choses peuvent bien se passer, on peut avoir de la chance. Je suis positif. Oui. Ouais, parce que la peur d'un voyage non bordé, c'est qu'on se fasse voler la voiture, c'est qu'on ait un accident. Enfin, c'est 1000 choses qui vous empêchent de vivre, en fait. Comme le dit mieux que moi Philippe Gabillet, si la chance c'est en fait une compétence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous levez le matin, et désolé, même si les terrasses sont réouvertes, je ne veux pas faire café du commerce, mais quand vous vous levez le matin et vous dites une belle journée qui démarre, je vais faire des belles choses, il y a quelque chose de sympa qui m'attend, j'en suis sûr, vous avez les yeux ouverts vers ce quelque chose, comme un livre que vous livrez pour chercher quelque chose de précis. Si vous vous dites oh merde, il fait pas beau, il pleut, oh, j'ai pas envie de me lever, je suis pas sûr que vous soyez ouvert aux mêmes opportunités. Mais ça aussi, c'est un vrai travail parce qu'on choisit pas toujours d'être de mauvais poil. Donc une sorte de discipline de se dire non. Si je veux justement qu'il m'arrive quelque chose de bien, il y a cette discipline. Provoque ta chance. Alors moi, je crois énormément à la discipline. Très intéressant parce que c'est, excusez-moi de faire de la psychanalyse, c'est contradictoire avec l'idée de se laisser totalement aller et de laisser les choses venir, et en même temps il faut une discipline. Et moi je suis pas né confiant, je suis pas né justement avec 1000 opportunités qui pourraient se présenter, donc il y a une forme de discipline à quelque part se recadrer le matin quand les choses tournent pas comme on discipline sur soi-même. Sur soi. En fait, déjà, c'est pas facile de se maîtriser soi, mais à minima, on peut essayer. Le reste, moi, je sais pas faire. Il faut, en tout cas, quand vous dites discipline, c'est un mot qui peut être interprété, c'est une exigence avec soi-même. Oui, vous avez raison, c'est peut-être plus proche. Si tant est que, par exemple, quand on écrit des bouquins, croyez-moi, moi en plus, je suis un feignant contrarié. Donc, quand vous vous posez un week-end et que tout vous appelle dehors pour profiter parce que vous faites plus d'études, parce que ceci, cela, et que vous restez devant votre bureau, soit vous êtes maso, soit il y a cette discipline qui est de dire, oui, mais je sais que ce chemin-là, je vais m'en sortir grandi, et puis peut-être qu'il va être utile aux autres. Une forme d'ascétisme, finalement. Un petit peu. Non, mais pour filer et pour terminer cette métaphore. C'est très tard pour un ascétisme, mais bon. En tout cas... Vous êtes un homme vivant. Oui, et je pense, encore une fois, moi, je ne suis pas assez intelligent pour ne pas travailler beaucoup, pour essayer quand même de construire ce qui compte pour moi. Alexandre Palchowski, il y a quelques interviews, des conférences que vous faites, où vous finalement, à travers tout ce qu'on vient de se raconter, qui n'était pas inutile, vous avez une vision assez large. Je voudrais vous montrer cette phrase. C'est ce que vous avez donné dans une interview dans un site RH. Je voudrais vous la montrer. C'est ce rapport à la jeunesse, parce que c'est une des questions qu'on traite. Vous dites, nous allons être dans un monde encore plus civilisé. Certains ne supporteront plus du tout de travailler juste pour gagner de l'argent et voudront impérativement trouver un sens à leur projet. Et puis il y a ceux, et c'est ce que vous dites, et là il y a évidemment une difficulté, qui avaient du mal à trouver un emploi avant Covid, implicitement, et qui vont évidemment continuer, excusez-moi de le dire abruptement, à galérer pour en trouver un. Est-ce que vous dites qu'il y a la révolution numérique, la 4e révolution, plus le Covid qui a accéléré cette transformation, et on voit quand même dans ce que vous dites qu'il y en a qui vont rester sur le bord du chemin parce qu'ils avaient déjà décroché avant. Comment on fait là ? Justement, je pense qu'on parle beaucoup du retour au bureau. Et parfois, à tort, du retour au travail. En fait, je crois d'avant... Il n'y aura pas de retour. Un retour, ça voudrait dire que quelque chose nous attend. Je pense qu'il faut le construire. Et c'est tout à fait lié à la construction de nouvelles fondations de la société. Parce que, est-ce qu'on va vraiment pouvoir continuer avec, effectivement, c'était Chirac qui parlait de la fracture à l'époque, je ne vais pas le paraphraser, mais ça ne fait que s'accentuer. Et le Covid, je pense, va encore accentuer cette fracture. J'ai la chance, comme vous le disiez gentiment, d'être du bon côté. Je ne crois pas que je puisse vivre la suite de ma vie en me disant « pour moi, tout va bien ». Moi, j'ai réussi, bon... Non, mais en fait, on ne peut pas être heureux tout seul. Donc ça veut dire que d'une façon ou d'une autre dans notre société, il va falloir regarder ceux qui sont de l'autre côté et aller les chercher avec les moyens du bord. Et encore une fois, chacun fait ce qu'il peut aussi dans l'aide qu'on apporte aux autres. Mais... on ne va pas dire c'est con, vous n'avez pas eu de chance. Donc moi, je ne veux pas vivre dans cette société et les fondations, entre guillemets, à reposer, c'est de se dire, ça prend ce que ça prend, mais il faut aller un peu chercher tout le monde, comme dans tous ces films hollywoodiens, sans revenir sur ce que disait Fanny. Le rêve, quoi. La dimension même scénaristique du héros, c'est une forme de sacrifice en se disant, ok, moi je suis tiré d'affaire,
mais il y a tout cela, il faut que j'y retourne. Et ça, c'est voilà, plus ou moins bien mis en scène. C'est exactement ça. On est à ce moment-là. C'est Rambo, hein, c'est l'idée de Rambo, enfin, pour le dire en film très. J'y retourne, quoi. Oui, c'est je vais ça. sauver le monde. On peut faire moins abrupt, mais je pense qu'en tout cas, je suis convaincu qu'on n'a vraiment pas le droit, pas le choix de faire autrement. Et là, le problème se pose aujourd'hui. Mais là, c'est dedans. On est en ce moment. On avait une avocate il y a quelques instants qui nous disait il y a 100 000, 150 000 TPE qui peuvent se casser la figure. On est dans une drôle de période. J'ai le sentiment qu'on est, vous savez, comme un peu avant l'orage, où tout s'arrête, il n'y a plus de vent, il n'y a plus rien. Et on ne sait pas ce qui va. C'est exactement ça. Vous avez ce sentiment-là ? Bah oui, parce qu'en plus, quand on regarde les médias, et en particulier les médias sociaux, sur Instagram, vous voyez quoi ? Toutes les réussites. Alors, quand quelqu'un réussit, vous n'allez voir que ça, il y a une forme de prisme complètement déformant, une illusion d'optique. Ce qui est pas mal aussi, hein, d'ailleurs, de voir. Mais on a besoin d'inspirer. Merci, on ne se nourrit pas que de choses négatives. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup. Quid de tous les autres. Donc, en fait, il est clair que si vous parlez d'entrepreneuriat, aujourd'hui, il y a des fonds dits d'impact qui vont soutenir des entreprises dont le but, alors ça revient à la loi Pacte, la RSE, va être de s'occuper des autres. Alors des autres, ça peut être justement de toutes les PE en difficulté maintenant. Ça peut être une mission. Et je vois pas mal de startups qui se créent autour de ça. Comment les identifier ? L'intelligence artificielle, on en parlait. On n'est pas obligé de piquer des jobs aux gens. On peut au contraire essayer de détecter bien en avance ceux qui vont être en difficulté, imaginer des solutions. Et là, on est en plein dans aller sur le trip, aller chercher les gens, et ça devient l'objet même de l'entrepreneuriat. L'IA, vous l'évoquez, parce que vous l'évoquez dans votre livre, je l'ai cité en août 2020, l'intelligence artificielle, vous l'avez évoqué, vous avez fait un doctorat, Sciences Molle, à l'époque, vous étiez entouré de psychiatres, enfin de gens qui venaient des sciences humaines, et de fait... on doit en avoir peur ou pas ? Est-ce qu'on doit vraiment en avoir peur ? Parce que l'IA, dans chaque conversation, dans les dîners en ville ou dans des dîners sérieux, les gens disent « Oh là là, mais on est manipulé, on a nos données », on le voit encore récemment avec des polémiques autour des données de santé. Il y a une espèce d'inquiétude autour de cet instrument qu'on n'arrive pas à maîtriser ou à contrôler. D'abord, il y a une réponse très simple à ça. Vous regardez la science-fiction, ce ne sont que des Terminators, il n'y a quasiment pas de diapositives. Vous regardez les documentaires, c'est derrière nos écrans de fumée dont tout le monde parle aujourd'hui, tous les gens en tout cas qui ont Netflix. Et évidemment, ça montre une image négative. Mais comme c'est dit dans le documentaire, les outils se transforment en instruments. Aujourd'hui, le projet de société, et encore une fois, on ne va pas faire de politique, mais c'est un projet politique, hein. Quand même, c'est un projet éminemment politique. Bien sûr. Parce qu'on suit en fait la logique du capitalisme dans laquelle on est aujourd'hui, la logique consumériste. Donc c'est une IA qui vient vous transformer en super consommateur, et comme c'est dit dans le documentaire d'ailleurs, si vous n'achetez pas de produit, c'est que le produit, c'est vous. Maintenant, c'est vrai. Je peux vous le dire, je lis des livres, je suis des gens qui parlent d'IA éminemment positive. On ne parle pas des IA qui, aujourd'hui, réparent les récifs coralliens en Nouvelle-Zélande, qui vont détecter des cas de cancer 5 ans avant que les docteurs les voient. Donc, en fait... La médecine prédictive, hein, parce que c'est très important. Tout ce qui a trait au prédictif et qui va être centré non pas sur le citoyen consommateur, mais sur l'être humain qui va essayer de dessiner son chemin. Là, elle a du sens. Oui, mais aujourd'hui, on ne vous montre rien là-dessus. Ça veut dire que les gens ne sont pas inspirés et ne voient pas des possibles autour de ça. Donc, il sera temps de montrer une autre vision de l'IA qui est plus positive. Et là, encore une fois, moi, parfois, on me traite de bisounours. Non, c'est simplement des prismes. Comme on se te disait il y a 3 minutes, je préfère avoir un prisme qui regarde ce qui va m'inspirer et va me donner envie de réparer quelque chose que plutôt avoir envie de rester dans mon lit, quoi. Mais Alexandre Palchowski, il y a l'IA, il y a donc cette révolution industrielle, on est dedans, hein, elle n'arrive pas, on est en plein dedans, donc on mute. Il y a eu la crise Covid. Est-ce que, je le dis abruptement parce qu'on a beaucoup d'invités sur ce plateau qui parfois nous disent des choses contradictoires, est-ce que les Français, est-ce qu'on a encore envie de travailler ? Est-ce que la société qui nous est proposée aujourd'hui, société du loisir, société Netflix, société du repos, est-ce que c'est une société qui a encore envie de travailler ? Tout dépend du sens que vous donnez au mot travail. Oui, on en arrive là. Si c'est en bavé, je pense qu'il y a un ras-le-bol. Pourquoi ? Parce que quand on ouvre la télé, justement, et qu'on voit la situation dans laquelle on est plongé, particulièrement en ce moment, en bavé, pourquoi gagner de l'argent ? Pourquoi, quand pendant plus d'1 an, on n'avait même plus de loisirs ? En revanche, si travailler veut dire trouver un véhicule qui va nous permettre de mettre en avant ce qu'on a un peu à livrer à une personne, à une équipe, à la société, et qui nous correspondent. À ce moment-là, travailler, ça fait du bien, parce que ça s'appelle juste être soi. Mais alors, les conditions
Pour que cet être soi Et ouais. devienne possible, c'est pour ça que vous, dans votre émission, vous ne cessez de parler de réinvention du management, de ce que c'est qu'un dirigeant, de l'entreprise elle-même et du sens. Et même de bienveillance. Donc en fait, On se fait taper sur les doigts quand on parle de bienveillance. Parce que alors, quand on dit, attendez, ça va, c'est du bisounours. Non, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, on a 1000 défauts chez Talentsoft, mais une seule chose qui revient en permanence, au-delà de tout ce qu'on fait mal, c'est une entreprise qui est bienveillante. C'est possible et la preuve, on peut quand même réussir avec cette bienveillance-là. Ça veut dire quoi dans la bouche de celui qui a fondé Talentsoft vous avez toujours un bureau? Comment ça se passe dans votre... Toujours tous les trois. Vous êtes toujours tous les trois dans le même bureau. Ouais. Ça veut dire quoi, tous les trois dans un même bureau, comme des amis, comme des associés, de dire on est bienveillant? Ça veut dire quoi? C'est comme des associés avec la chose qui prime le plus entre nous, c'est le respect. Puisque aucun de nous trois n'a jamais imaginé pouvoir faire sans les deux autres. Ça crée une sorte de ciment. Et la bienveillance, ça veut simplement dire que quand quelqu'un vient dans vos locaux, quand quelqu'un vient vous voir, quand un client même vient vous dire je ne suis pas content, la bienveillance, c'est l'accueil en fait. C'est juste l'accueil de ce que la personne a à vous dire, l'écoute. Et là aussi, il ne s'agit pas de bisounours, ce sont des qualités qui sont sur la table, vous les prenez, vous les mobilisez ou pas. Et la bienveillance, en l'occurrence pour moi, ça veut simplement dire, c'est vrai que j'aime vraiment, j'aime bien les gens quoi. Donc quand quelqu'un vient me voir, je suis curieux d'elle ou de lui, curieux de ce qu'elle a à me dire. Il y a une curiosité. La bienveillance est très empreinte de curiosité parce que la curiosité, c'est l'accueil. Je reviens vraiment sur cette notion d'accueil. Donc, quand vous arrivez... être ouvert, donc, comme vous le disiez tout à l'heure. On reste sur cette notion d'acceptation, d'ouverture, qui est d'ailleurs plutôt orientale qu'occidentale. Et en réalité, la bienveillance, c'est juste de se dire, bah, écoute, je vais recevoir ce que tu as à me donner, je vais en faire le maximum, et sans non plus... Quand est-ce qu'on tombe dans la démagogie ou dans le côté bisounours? Quand on promet des choses dont on sait au moment où on les dit qu'elles ne se peuvent pas. Donc dire à quelqu'un, et je peux vous assurer que vous pouvez licencier quelqu'un avec bienveillance, je l'ai fait, en lui expliquant pourquoi le chemin s'arrête là. Et encore une fois, je pense que vous, moi, on a connu des ruptures amoureuses, c'est pas obligé d'être une boucherie à chaque fois. On peut faire les choses avec le respect justement qui va à chaque individu, le respect de ce qu'on a vécu. Donc voilà, en fait, finalement, rien qui ne soit propre qu'au champ de l'entreprise. Avant de nous quitter, Alexandre Paszewski, qu'est-ce qui vous reste à faire encore là? C'est quoi les choses que vous vous êtes mis devant vous? Parce que vous évoquiez tout à l'heure toutes les portes qui allaient s'ouvrir, des petits bruits. Vous êtes attentif à quelle porte là en ce moment? Il y a tout devant moi, parce qu'en fait, en réalité, moi, depuis 20 ans dans ma vie professionnelle, j'ai essayé de me lever le matin en me disant que ça servait à quelque chose. Même quand il pleut. Hein. Même quand il pleut. Et surtout quand il pleut, parce que je pourrais peut-être aider à ma mesure les gens qui en bavent et qui n'ont pas trouvé ce chemin-là. Et quand on voit l'état de la société actuelle, il reste tout à faire. On parle de l'emploi, du développement durable, de l'éducation, de la santé. Donc, quelque énergie que je pourrais mobiliser pour aider à la manœuvre. Moi, je me vois juste comme une articulation au milieu d'un millier d'autres. Et j'espère que cette articulation, elle sera la plus utile possible pendant le plus longtemps possible. Des projets concrets, juste avant des choses comme ça que vous êtes en train de mettre vraiment en gestation, au-delà de des thématiques que vous évoquez? Oui, en fait, c'est beaucoup d'accompagnement. Les Américains aiment bien le côté give back. D'accompagnement de tous ces entrepreneurs qui ont envie d'œuvrer dans les sujets que je viens de citer. Donc c'est pas business angel, c'est plus profond que ça? Non, parce que je mets jamais d'argent dans une entreprise que je ne peux pas aider. Je place pas de l'argent. J'ai envie d'aider des gens. C'est l'humain. Et à l'inverse, j'ai rien contre l'argent non plus. C'est pour ça que je pense que... Non mais c'est vrai, le capitalisme, on peut inventer un capitalisme. D'ailleurs, Talentsoft a redistribué beaucoup à vraiment quasiment 200 personnes. Donc on peut inventer aussi un capitalisme où quand on réussit, on ne dit pas merci aux gens, c'était sympa et moi je prends l'argent, on peut partager aussi, quoi. Avant de nous quitter quand même, j'ai le sentiment, ce n'est qu'un sentiment, que l'entrepreneur, quand vous avez démarré en 2000, il y avait quand même le patron suceur de sang et qu'aujourd'hui l'entrepreneur... Il a une autre image, par la crise Covid, par le fait que l'entreprise prend des décisions, fait bouger le monde. C'est pas l'entrepreneur des années 2000. Non, vous n'avez pas eu cette... Mais parce que je pense que c'est pas le citoyen des années 2000 non plus. Les citoyens avaient de tout temps envie de faire des choses, mais dans les collectivités, les coopératives n'avaient pas toujours les moyens. C'est vrai que je pense sincèrement que la technologie a permis
justement, comme disait Seth Godin, la révolution des amateurs professionnels. Et les entrepreneurs sont quelque part des amateurs qui se professionnalisent et qui ont envie de saisir tous les outils à disposition pour faire quelque chose. Donc en fait, je crois que les gens avaient déjà cette intention-là, mais qu'aujourd'hui, comme en musique, on peut créer un disque de chez soi, on peut faire la promo de chez soi. Bah, quelque part, c'est plus facile de mettre des gens ensemble dans ce qu'on appelle une entreprise pour créer une aventure. Et ces gens, aujourd'hui, j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux à pouvoir se révéler. Bon, mais c'était un vrai plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Vous revenez évidemment quand vous le souhaitez en fonction d'un emploi du temps un peu chargé, Alexandre Palchowski. Je voulais simplement bien préciser, Génération IA, votre éditeur, parce que j'aime bien citer les éditeurs. C'est EPA. EPA. Grande Maison Hachette. Voilà, Grande Maison Hachette. Et puis Unique avec un S. Et si la clé du monde de demain, c'était nous, c'est un livre qui date de 2018, mais qui avait fait parler de vous aussi. Vous êtes un homme prolifique. Merci Alexandre Palchowski. Restez avec nous, ces fenêtres sur l'emploi, ça va vous intéresser, vous qui vous intéressez aux humains. On va partir à la rencontre d'un chef d'entreprise dans l'électronique qui a décidé de faire travailler, de donner un emploi à des détenus en longue durée, des détenus en longue peine. Il va nous raconter cette histoire parce que ça fonctionne et ça redonne justement un peu de sens à la vie de ces détenus qui sont parfois 20 ou 30 ans en prison. On en parle avec lui, c'est dans Fenêtre sur l'emploi.